Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour un nouveau numéro de Questions d'actu qui s'intéresse ce soir au Moyen-Orient. Une véritable crise s'installe, menaçant très sérieusement un processus de paix très fragile. À l'origine, une décision ou des décisions américaines, notamment celle de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'occupant israélien. Cette décision a été mise à exécution aujourd'hui avec l'inauguration de l'ambassade américaine, quelques heures avant l'ouverture officielle de cette ambassade. D'ailleurs, à la frontière entre Gaza et Israël, on fait plus de 50 morts et de 2000 blessés côté palestinien, bien évidemment. Alors cet événement sinistre s'ajoute à une autre décision qui remue une région très sensible de la planète. Il s'agit du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien civil. Alors que cherche l'administration américaine et quelles sont les conséquences et les retombées de telles décisions? C'est ce que nous allons essayer d'aborder ce soir, notamment avec nos invités. Il s'agit sans plus tarder du professeur Abdelhak Mekki. Vous êtes politologue, expert notamment des questions internationales et économiques. Également avec nous, docteur Mourad Preur. Je rappelle, vous êtes expert énergétique, pétrolier, mais également consultant en matière de stratégie. Merci d'être avec nous ce soir. Mais avant de revenir à vous, je vous invite et j'invite les téléspectateurs à suivre ce compte-rendu. Il est signé Youssef Dili. On revient juste après. La situation s'est nettement dégradée ce lundi dans la bande de Gaza après de nouveaux heurts entre Palestiniens et soldats de l'occupation israélienne. Pas moins de 60 Palestiniens ont été tués par les Israéliens. Cette nouvelle journée de colère intervient après les vendredis du retour lancés depuis près d'un mois par la population de la bande de Gaza, soumise à un embargo criminel et qui ont fait des dizaines de victimes parmi les Palestiniens. Ce lundi, les Palestiniens protestaient pour la énième fois contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Al-Quds, un transfert annoncé par le président américain Donald Trump le 6 décembre de l'année passée et qui a été rejeté par la majorité des pays membres de l'ONU. L'inauguration de l'ambassade coïncide avec le 70e anniversaire de la création de l'entité israélienne. Côté palestinien, Saïb Erekat a qualifié ce transfert comme étant un acte d'hostilité notoire contre le droit international et le peuple de Palestine, plaçant les États-Unis du côté de la force occupante Israël. La dégradation de la situation au Moyen-Orient s'est également accélérée après la décision prise par Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien le 8 mai passé. Ce retrait a donné le feu vert à Israël pour ouvrir les hostilités militaires avec la Syrie. 2 jours après la décision du président américain, Israël lance des dizaines de missiles contre des positions militaires en Syrie. Selon la propagande sioniste, ces missiles ciblaient des positions de l'armée iranienne en Syrie. En riposte, l'armée syrienne tire plusieurs roquettes sur les territoires occupés par Israël. En l'espace de quelques jours, toute la région du Moyen-Orient s'est retrouvée au bord de l'éclatement. Une situation qui va inquiéter au plus haut lieu les Russes, mais également l'Union européenne, principales alliés des États-Unis, qui ne partagent pas la décision prise par le président américain de quitter l'accord sur le nucléaire. Mais Donald Trump est-il aussi fou pour embraser toute la région, au risque de nuire aux intérêts de son propre pays, juste pour plaire à Israël? Avant de se retirer de l'accord sur le nucléaire, le président américain désamorcera d'abord la bombe nord-américaine qui constituait un grave défi pour sa personne. Il ouvre ensuite le front iranien qui s'est rapidement répercuté sur les marchés pétroliers en faisant flamber le pétrole à hauteur de $80. Seul un pétrole à $80 permettrait à l'industrie du pétrole et du gaz de schiste américain de rester attractif et réaliser des bénéfices. Le Moyen-Orient est-il encore victime des enjeux stratégiques de la première puissance militaire mondiale? Alors, je commence avec vous, Abdelhak Mekki. Une véritable escalade. On a comme l'impression que ça s'enchaîne avec une rapidité inquiétante au Moyen-Orient. Oui, tout à fait. Je crois, enfin, juste pour rappeler que lorsque nous avons examiné la candidature de M. Trump dans cette émission, nous l'avons bien ressorti, c'est qu'en fait, nous sommes devant quelqu'un
qui est imprévisible et qui prend des décisions d'une manière hâtive et sans mesurer exactement les conséquences que ça peut être. Il est clair que l'on peut dire « Ah oui, mais il applique les promesses qu'il a faites en tant que candidat aujourd'hui ». Mais je pensais en tous les cas que l'establishment était suffisamment, à l'époque, suffisamment puissant aux États-Unis pour ramener un peu la raison, mais il semble que Donald Trump décide dans une sorte d'oracle entouré de quelques personnes qui pensent comme lui exactement et qu'il ne mesure pas les conséquences que ça a sur le plan mondial. À mon avis, bon, vu le Moyen-Orient et dans son ensemble en ébullition, puisque même au sein des pays du Golfe, il y a beaucoup de tensions, nous sommes dans une situation où tout peut basculer d'un coup. Il suffit simplement d'une intervention militaire un peu plus musclée, etc. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, cette escalade, j'allais dire, inédite, des massacres commis comme ça à l'encontre de manifestants à en tir à balles réelles sans que la communauté internationale ne puisse mettre un point à tout ça, est-ce que c'est calculé? Inédite, pardonnez-moi, inédite à mon avis non, puisque en 48 il y a eu pire que ça, puisqu'il y a eu des millions de Palestiniens qui ont quitté le territoire palestinien et qui ont quitté leur maison. Et on sait que c'est la situation de ces gens-là aujourd'hui qui préoccupe et qui est un des problèmes dans la négociation, quand il y avait négociation entre Israéliens et Palestiniens. Mais permettez-moi, Monsieur Mekki, de vous interrompre parce qu'il y a dans quelques instants l'appel à la prière de Salat al-Isha pour Alger et ses environs. Je ne sais pas si on doit rendre l'antenne de 1, 2, 3 secondes. Normalement, c'est bon. On revient juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Alors donc on revient à vous, professeur Abdelhak Mekki.
on disait que l'entité sioniste célébrait le 70e anniversaire de sa création en massacrant des Palestiniens. Oui, tout à fait. En fait, ce que Israël le fait au détriment du droit, au détriment de l'humanisme d'une manière générale, du droit humanitaire, et sans que personne ne réagisse, parce qu'il faut le dire, les États ne réagissent plus face à la Palestine, même si ici et là on reconnaît l'autorité palestinienne ou on annonce qu'on est d'accord avec la création d'un État palestinien, mais on ne voit pas l'issue de toute évidence, puisque ces derniers temps, notamment depuis 3-4 mois, nous assistons à une radicalisation des positions politiques compte tenu du fait que justement les États-Unis ont pris une position très partiale, c'est-à-dire du côté d'Israël, et que Israël agit complètement au détriment du droit. On l'a vu en Syrie en bombardant à 2 reprises des bases en Syrie. Il est clair qu'il n'y a pas eu de condamnation, et ce qui me donne le sentiment qu'en fait, il y a 2 droits aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit de Palestiniens, on ne dit presque rien. Mais lorsqu'il s'agit d'Israël qui va bombarder en Syrie, on dit mais elle a le droit de se défendre. On ne sait pas contre quoi elle se défend. Une politique de 2 poids, 2 mesures. Voilà, il y a une politique de 2 poids, 2 mesures, et je crois que ça dénote que la communauté internationale aujourd'hui est malade et que l'ONU est devenue complètement incapable d'intervenir et de gérer ces situations, et qu'il est absolument urgent d'imaginer une nouvelle organisation qui va fonder son action uniquement sur le droit international, et donc qui va changer un peu ce système-là, qui est un système qui s'avère de plus en plus inique, puisqu'il y a des Arabes qui meurent tous les jours en Syrie, qu'il y a des Arabes qui sont dans l'émigration et qu'on veut chasser, il y a l'islamophobie, etc. Et que finalement la communauté internationale épouse les positions occidentales. On a vu par exemple que lorsqu'il y a eu une riposte depuis la Syrie vers le Golan, c'est-à-dire contre les bases israéliennes dans le Golan, on a dit mais non, il ne fallait pas le faire, d'accord, qu'il fallait plutôt se retenir. Et donc on voit qu'il y a un agresseur permanent qui n'est jamais condamné, mais ce n'est pas la première fois non plus. L'État d'Israël est un État illégal depuis sa création. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un Israélien, un professeur d'histoire, hein, qui est professeur à Jérusalem, et qui dit en fait on a institué dès 1948 un État raciste, un État d'apartheid, parce qu'on veut qu'Israël soit un État juif. Or, ça c'est le prof dans un de ses derniers livres qu'il estime, M. Sand, et qui dit en fait moi je suis un Israélien, un citoyen israélien qui peut vivre avec toutes les communautés, c'est-à-dire d'une manière laïque. Et le fait qu'on accepte sur le plan international que l'État juif, que l'État israélien soit un État juif, c'est-à-dire qu'on lui donne cette capacité d'être un État d'apartheid, parce qu'on lui reconnaît sa religiosité. Et que de ce fait, on le voit avec tous les pays européens, y compris la France, qui entame justement quelque chose d'inouï du point de vue de l'histoire, c'est-à-dire au niveau de la confusion entre le sionisme ou l'antisionisme et l'antisémitisme. Et là, on devient complètement subjectif. Ça veut dire qu'on va avoir des délits d'opinion dans les pays occidentaux, et seront les premières victimes les Arabes et les musulmans, parce qu'ils sont antisionistes. Alors, justement, je me tourne vers vous, Monsieur Morad Preur. Ironie du sort, Israël massacre par dizaines des Palestiniens à la veille de la célébration de la première journée du vivre ensemble en paix initiée par l'Algérie. Bon, ce n'est pas un fait inédit, comme le disait le professeur Abdelhak Mekki. L'entité sioniste tue sans compter. Merci. Bon, أولاً نترحم بأرواح الشهداء الفلسطينيين الله يرحمهم ويوسع عليهم. C'est un crime abominable qui est en train d'être commis, et pas depuis aujourd'hui.
Alors, en fait, la politique israélienne, les crimes qui sont commis, s'inscrit en fait en creux dans la stratégie américaine dans la région. Même si Israël est un électron libre dans la politique américaine, mais elle en est un élément. Les États-Unis, nous vivons aujourd'hui un basculement. La révolution des pétroles de schiste américains, je l'avais déjà dit, c'est l'événement le plus important depuis la rencontre entre Ibn Saoud et Roosevelt sur le croiseur Quincy en 1945, où les États-Unis ont pris le contrôle pétrolier du Moyen-Orient, où ils ont remplacé la puissance tutélaire britannique. En fait, aujourd'hui, les États-Unis sont indépendants sur le plan pétrolier du Moyen-Orient, même si ils ne sont pas indépendants totalement sur le plan pétrolier. Mais du Moyen-Orient, ils le sont. En fait, leur politique dans le Moyen-Orient vise à contrôler les sources d'approvisionnement pétrolier de leurs concurrents avec un grand C dans le futur, la Chine, qui deviendra la première puissance économique mondiale en 2003. Et aujourd'hui, la politique américaine est erratique, mais elle ne l'est pas depuis aujourd'hui. Depuis, en fait, la chute de Saddam Hussein, les États-Unis, déjà en 1991, n'avaient pas, lorsqu'ils ont attaqué l'Irak, lorsqu'ils ont provoqué la guerre du Golfe, l'opération Tempête du désert, et donc ils ont abusé Saddam Hussein, ils l'ont mené... L'ambassadrice américaine April Crispy à Bagdad avait assuré Saddam Hussein que s'il attaquait le Koweït, les Américains ne feraient rien, et il s'est engouffré dans cette impasse. Et moi, je place le délitement, l'effondrement de l'Irak provoqué par les États-Unis dans la même perspective que l'opération qui avait été menée contre Mohammed Ali en Égypte en 1805-1830, mais dirigée par la Grande-Bretagne. En fait, chaque fois que le monde arabe a tenté de produire une modernité, il a trouvé l'Occident sur sa route. Et Saddam Hussein, l'Irak possédait l'eau, possédait la technicité, les ingénieurs, possédait les ressources pétrolières, l'agriculture, et avait été en mesure de produire une modernité arabe. Et non, je termine. En fait, l'effondrement de Saddam Hussein qui a été consacré en 2003, en fait, les États-Unis n'avaient pas vu la montée de la puissance iranienne, l'appel d'air qu'allait constituer pour l'Iran la chute de l'Irak. L'Irak est majoritairement chiite, la Syrie est dans un système qui est dirigé par les chiites, le Liban est chiite. Et en fait, les États-Unis ont ouvert la Méditerranée orientale à l'Iran. Et on peut dater l'arrivée de l'Iran en Méditerranée orientale en 2010, lorsque le Hezbollah a réussi à contrer Israël et même à faire couler une corvette israélienne. Et donc, toute la question est le contrôle de la puissance iranienne. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Je me suis accroché avec un expert dans un congrès en Europe. Il me disait la flotte américaine ne peut pas permettre à l'Iran de contrôler le détroit d'Ormuz. Je discutais avec des militaires des Algériens et ils m'ont expliqué que avec des vedettes, des semi-rigides, des petits bateaux et avec des lance-roquettes, l'Iran peut fermer le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire 40% du trafic pétrolier mondial.
Et même depuis la terre, l'Iran est capable de fermer le détroit d'Ormuz. L'Iran est présent aujourd'hui en Méditerranée orientale. L'Iran, avec les Houthis, est en train d'assurer une présence sur le détroit de Bab el-Mandeb, à l'entrée de la mer Rouge. Et l'effet déclencheur, c'est pas moi qui le dis, c'est Alain Juillet, qui est un expert français qui est respecté. L'Iran s'était mis d'accord avec la Syrie pour construire un gazoduc qui ramène le gaz iranien en Méditerranée orientale en 2011. Cet expert français qu'on ne peut pas soupçonner de quoi que ce soit a dit c'est quand même curieux que ce qui s'est passé en Syrie, la déstabilisation de la Syrie a commencé en 2011. Et la Syrie a réussi à tenir avec l'aide de la Russie, mais aussi de l'Iran, qui a renforcé sa présence. Aujourd'hui, l'Iran renforce. Et en fait, le problème, je dis, c'est une stratégie erratique. C'est-à-dire que dans le livre que j'avais écrit, j'ai dit il faut sauver le soldat américain, il faut le faire sortir du Moyen-Orient. Il se sent enferré en Irak, il se sent enferré aujourd'hui en Syrie, et naturellement, avec une personnalité comme le président Trump qui manque de vision, de densité sur le plan stratégique, nous arrivons à cette aberration qui est l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem. Justement, à quelle stratégie qui ne correspond pas aux intérêts américains. Il y a un stratège comme Zbigniew Brzezinski qui est un stratège américain, qui est juif d'ailleurs d'origine, et qui, bon, de toute façon, lui-même s'est révolté contre l'influence des néoconservateurs, les fameux intellectuels de la côte Est des États-Unis, qui ont mis la politique américaine entre les mains des lobbies pro-sionistes. Et donc, en fait, les États-Unis sont en train de s'enferrer. Chaque fois qu'ils prennent une décision, ils se sont enferrés en Afghanistan. Ils voulaient offrir à la Russie son Vietnam en Afghanistan parce qu'il souffre du syndrome vietnamien. Ils voulaient lui offrir son Afghanistan. Finalement, ils ont eu 3 Afghanistans aujourd'hui. L'Afghanistan lui-même, 3 Vietnam. Ils voulaient offrir aux Russes leur Vietnam. Alors qu'ils vivent le syndrome vietnamien, aujourd'hui, ils en ont 3. Ils ont le Vietnam afghan, ils ont le Vietnam irakien et ils ont maintenant le Vietnam syrien. Naturellement, une personnalité comme Netanyahou, qui est un criminel qui devrait passer devant les tribunaux internationaux s'il y avait une justice, comme tu le dis très bien, se permet de tirer sur des innocents. Et la communauté internationale, l'Europe est le problème. L'Europe, elle se sent coupable d'avoir laissé massacrer les Juifs par les nazis. Et donc elle se tait sur tout ce que fait Israël. Mais quelle est aujourd'hui, c'est insupportable. Quelle est aujourd'hui la stratégie à la fois de l'administration américaine et l'administration israélienne dans ce qui se passe? Est-ce que ça obéit d'abord à une stratégie? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre et puis donner une petite réflexion sur pour expliquer peut-être les décisions de M. Trump. C'est-à-dire que c'est, en fait, pour moi, M. Trump reste un amateur de la politique. Il a fait des affaires pendant X années, mais c'est un amateur de la politique. Et il a cru, à mon avis, que l'on pouvait redémarrer les négociations et aboutir entre Palestiniens et Israéliens en élevant le degré de tension. Et c'est là le gros problème, à mon avis. C'est-à-dire que ça va lui échapper. Et en fait, il voulait élever la tension, déjà par la question, sa position vis-à-vis de l'Iran et sa présence au Moyen-Orient, et donc par rapport à Israël, mais en même temps, donc c'est ce qui explique la remise en cause de l'accord avec l'Iran sur le nucléaire, et puis en même temps, le déplacement de l'ambassade
de Tel Aviv vers Jérusalem. C'est une idée d'amateur. C'est clair qu'elle peut habiter l'esprit d'un amateur politique. Tout à fait. C'est-à-dire, et c'est là où c'est pour ça que j'ai parlé de l'establishment. C'est qu'en fait, l'establishment au départ se méfiait de toutes ces propositions-là, mais il a accepté, il a été élu, et qu'il se trouve, finalement, qu'aujourd'hui, l'establishment est obligé de suivre, en tous les cas, jusqu'à un certain stade, la situation pour voir. Alors, quand vous dites à un certain stade, c'est-à-dire que l'establishment peut mettre fin à cette... Oui, à mon avis, il peut mettre fin parce qu'il y a des affaires qui sont en train d'être étudiées à propos de M. Trump. Hein. Je veux dire, la question russe n'est pas finie. Hein, de l'intervention russe dans les élections... à supposer. Oui, enfin, c'est toujours à supposer, mais en tous les cas, il y a un dossier ouvert devant la justice, sur le plan du droit. Donc, il est clair que l'establishment peut mettre fin. Maintenant, c'est clair que la rupture, ou plutôt la dénonciation de l'accord, crée une nouvelle situation parce qu'on risque réellement l'affrontement. Les Iraniens ne font pas confiance, qu'on le dise, hein, franchement, ne font pas confiance aux Européens. Ils savent que les États-Unis vont prendre des sanctions. Je veux dire, par exemple, la BNP Paribas ne va pas retourner en Iran aujourd'hui. Elle qui a écopé une amende de 9 milliards de dollars sous Obama, donc, parce qu'elle a commercé avec l'Iran, donc elle n'ira pas. Et à ce que je sache, par exemple, Renault est parti en Iran tout récemment. Renault. Peugeot, je crois. Peugeot. Ah oui, Peugeot. Avec une aide italienne, pas une aide française. Donc vous voyez, on est en train de tester un peu le terrain de façon à dire comment on va agir vis-à-vis des États-Unis au cas où il y a des sanctions contre l'Iran. Donc c'est clair que, et la réaction de Rouhani est claire, il ne fait pas tellement confiance à l'Europe parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens, ou plutôt tous les Iraniens responsables savent que les Européens n'ont pas les moyens de faire face aux mesures de sanctions que prennent les États-Unis, parce qu'ils seront les premières victimes si elles vont investir. Donc l'accord, entre parenthèses, même si Macron et Angela Merkel disent qu'on va sauver l'accord, mais on peut le considérer comme mort, c'est-à-dire que les sanctions vont s'appliquer et il va y avoir un affrontement entre l'Iran et les États-Unis. La question même de l'affrontement n'est pas avec M. Rouhani, mais avec Khamenei. De telle sorte que c'est les conservateurs aujourd'hui qui ont la voix haute en Iran. C'est plus les modérés. Donc il est clair que dans cette façon de l'évolution du problème, on voit qu'il y avait de l'amateurisme, parce qu'en fait, on ne soupçonnait pas ces réactions. On ne soupçonnait pas cette possibilité qu'il y ait déjà une division dans le camp occidental, qu'il y ait un affaiblissement de la position de Rouhani qui était pro-accord au départ, parce que les négociations... Sans parler de la position des pays arabes qui reste très ambiguë. Voilà, sans parler de ça. Alors maintenant, il est clair que est-ce qu'on peut sortir l'Iran du Proche-Orient? Comment on peut le sortir quand on sait qu'en fait, il est présent que par les communautés chiites qui existent dans la région et qu'il peut financer toutes ces communautés parce qu'on ne doit pas oublier que c'est le troisième exportateur de l'OPEP. Hein. Oui, oui. Donc c'est un pays puissant sur le plan pétrolier et qui a des projets, y compris avec la Turquie, parce que pour passer un oléoduc, je crois, et un gazoduc. Donc il est clair que le reste du Moyen-Orient n'est pas complètement fermé à la question iranienne. Et là, on risque d'avoir une situation
explosif que ne maîtrise pas ni l'équipe Trump, ni Trump lui-même, et que on peut voir un engagement militaire trop violent, à mon avis, avec Israël comme appui. Dans la gestion, le contexte est marqué par un jeu d'alliances très complexe, alors des pays du Golfe qui se rapprochent de l'État, enfin d'Israël, sous prétexte de faire face à un ennemi commun qui est l'Iran. Mais est-ce qu'ils ont... C'est-à-dire, bon, moi je me suis posé la question, a-t-on raison quand on dit, ouais, on va s'acclimater à Israël parce qu'il y a l'Iran? À ce que je sache, hein, j'avais fait une chronique là-dessus, à ce que je sache, l'Iran n'est pas celui qui a déstabilisé le Moyen-Orient. C'est les États-Unis qui ont déstabilisé le Moyen-Orient, à la fois par leur politique à l'égard du Shah Pahlavi, hein, Mohammad Reza Pahlavi, qui a conduit à la révolution islamique et donc à la présence d'une république islamique en Iran. Mais d'un autre côté, c'est l'action des États-Unis à l'intérieur de l'Irak et de tout l'Occident, à l'intérieur de l'Irak puis de la Syrie, qui a conduit à cette déstabilisation générale du Moyen-Orient et à l'inquiétude des États qui ne sont pas touchés par ces transitions malheureuses. En fait, M. Merzoukli, l'ancien président tunisien, avait dit, en fait, il y avait des régimes tellement autoritaires soutenus par l'Occident et des mouvements sociaux à l'intérieur des pays arabes qui n'avaient aucune possibilité de s'exprimer que par la violence. Et donc, c'est clair que ça a fini par des séismes politiques qu'on connaît. Et donc, voilà, c'est la présence américaine et la politique occidentale qui a produit cette déstabilisation du Moyen-Orient. L'Iran, à ce que je sache, défend Jérusalem comme capitale des musulmans, comme capitale internationale, certes, mais qui appartient à l'islam. Bon, l'Iran, à mon avis, n'a pas, je ne défends pas la République islamique, mais en raisonnant, n'a pas intérêt à ce que la région du Moyen-Orient soit déstabilisée. Il a envie d'être la puissance régionale, mais il n'a pas envie qu'elle soit déstabilisée. Nous n'acceptons pas ici en Algérie que la Libye soit déstabilisée parce qu'elle est dangereuse aussi pour nous, même si on n'a pas la guerre chez nous. D'accord? Donc l'Iran aura besoin, pour être puissant, encore plus puissant, aura besoin d'une stabilité du Moyen-Orient. Donc on ne comprend pas ces Arabes qui veulent, ou qui en veulent à l'Iran, en allant vers Israël et vers les États-Unis. En fait, c'est contre nature, à mon avis, parce que l'Iran partage beaucoup des objectifs à la fois des pays arabes et des pays musulmans. C'est un pays en voie de développement qui a aussi besoin de réunir des sphères autour de lui dans lesquelles il peut commercer plus facilement, etc. La deuxième chose, c'est que cette politique d'acclimatation veut dire tout simplement que l'on veut faire plaisir aux États-Unis et que, à la fois, comme autrefois, la question palestinienne devient aussi dangereuse pour les régimes arabes autoritaires. Et là, on ne comprend pas, parce qu'ils ont soutenu cette autorité palestinienne, ils soutiennent la création d'un État palestinien, mais ils ont les moyens, les Arabes dans leur ensemble, ont les moyens d'imposer la création d'un État palestinien par un nouvel embargo pétrolier. Alors, justement, en parlant de pétrole, justement, je me tourne vers vous, docteur Mourad Preur. La déstabilisation ou la situation au Moyen-Orient pèse de tout son poids sur les marchés pétroliers qui réagissent. Aujourd'hui, c'était aux alentours de presque $79. C'est à la fois la question iranienne et palestinienne ou seulement le problème en Iran? Avant de vous répondre, je voudrais rajouter un mot. En fait, c'est tout l'équilibre géopolitique de la région aujourd'hui qui est les fondements de cet équilibre qui sont remis en cause. Hein. Et les États-Unis traitent les pays européens comme des vassaux.
comme un suzerain qui traite ses vassaux. Le principe même des sanctions qui s'appliquent aux entreprises qui travaillent avec l'Iran perturbe en fait l'ordre international, perturbe en fait les principes qui fondent l'ordre international. Et ma conviction, c'est que les États-Unis ont tous les traits d'une puissance qui est en train de perdre son leadership sur l'économie mondiale. Les États-Unis sont en train de voir arriver une puissance globale. La Chine, les États-Unis l'acceptent comme puissance économique, mais pas comme puissance globale. Comme puissance, les États-Unis sont la seule puissance capable de projeter des troupes sur tous les points de la planète. La Chine, avec l'ouverture de la route de la soie, avec son investissement en Afrique, avec sa croissance économique, est en train de rebattre les cartes. Même sur le plan pétrolier, le dollar, qui est aujourd'hui la monnaie du pétrole, va être, parce que la croissance de la consommation chinoise et pétrolière est exponentielle, va être la monnaie du pétrole, va être une monnaie du pétrole. Et dans le Moyen-Orient, en fait, j'ai dit les États-Unis sans faire, et moi je ne prends pas trop au sérieux, permettez-moi, les gesticulations du président américain. Je pense que c'est un épisode. Mais je pense que sur le fond... C'est un épisode, c'est-à-dire c'est passager? C'est un épisode, ça n'est pas structurel. Il s'est trouvé qu'on a un président qui manque de compétences et de vision et de doctrine. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas arriver à des situations irréversibles? On risque d'avoir, je suis d'accord avec mon collègue, les effets déflagrants sont aujourd'hui très forts. Le problème, c'est comme dans une partie d'échecs. L'Iran a posé ses pièces dans l'échiquier. L'Iran contrôle, vous savez, dans le cycle du combustible nucléaire, vous avez la concentration du minerai, son enrichissement en isotope 235, le passage en réacteur et ensuite le traitement des déchets. L'enrichissement, lorsque vous enrichissez à 4%, c'est pour un usage civil. Lorsque vous êtes à 90%, c'est la bombe atomique. De la même manière, le traitement des déchets, vous en sortez du plutonium 239, qui est aussi la matière pour faire la bombe atomique. L'Iran sait enrichir l'uranium. Et quand on sait enrichir à 4%, on sait enrichir à 90%. C'est des ultracentrifugeuses, c'est de l'hexafluorure d'uranium qu'on fait tourner dans des moulinex. Et plus vous en rajoutez, plus vous enrichissez. Quand on a installé 10 000 ultracentrifugeuses. Et donc, l'Iran est intenable. L'Iran est intenable. La puissance militaire iranienne est intenable. L'Iran a pris le contrôle des îles Abu Moussa et de la Grande Tombe. Ça a plu, ça a déplu aux Saoudiens. Ils n'en avaient rien à faire. L'Iran est en train de s'affirmer incontestablement comme la puissance régionale. Ce que l'Arabie saoudite n'accepte pas. Le problème, c'est que l'Arabie saoudite a des fragilités. Elle a des fragilités structurelles parce que la dynastie Ibn Saoud, qui est venue du Nejd, qui a été installée par les services secrets britanniques sur le trône, et a un déficit de légitimité qu'elle a rattrapé en utilisant la rente pétrolière et en achetant une espèce de paix. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite est en pleine mutation. Sur le plan démographique, les enfants de Abdelaziz ont tous 80 ans. On est dans une situation de coup de force, hein.
Et même pour les États-Unis, il ne faut pas se tromper, les États-Unis ne font pas confiance en l'Arabie saoudite. Sur 19 kamikazes du 11 septembre, 14, je crois, étaient saoudiens. Il est impossible... On a assisté à l'époque du président Obama à un revirement vers oui. vers l'Iran. Non, c'est un fait. Le reste, c'est de l'aveuglement. En fait, c'est l'ennemi étant l'Iran, le danger pour les États-Unis et pour leur appendice qui est Israël étant l'Iran, ils font avec l'Arabie saoudite. Mais en fait, il y a un désamour, on l'a déjà vu avec Obama, pour l'Arabie saoudite. Je vous dis, les États-Unis ne dépendent pas de l'Arabie saoudite, ne dépendent plus du pétrole moyen-oriental. Maintenant, nous sommes dans une situation, je suis tout à fait d'accord, avec des risques forts de déflagration. Alors la question qui se pose sur le plan pétrolier, en fait, les États-Unis, aujourd'hui les prix reprennent, j'entends des analystes, vous savez, dans notre métier, il y a beaucoup d'intox, et même des analystes qui ont pignon sur rue aux États-Unis, c'est eux qui sont les mieux placés pour intoxiquer l'opinion. On dit que c'est les facteurs géopolitiques qui ont fait monter les prix. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand Daesh était en train de malmener l'Irak, au plus fort de la crise syrienne, les risques de rupture d'approvisionnement étaient forts. Même la guerre en Libye aussi. Et la guerre en Libye. Mais le marché était approvisionné. Les stocks étaient de 3 000 milliards de barils. Donc qu'est-ce qui fait réagir aujourd'hui, le marché, la question fondamentale, le marché est en train de s'équilibrer. Les stocks OCDE ont baissé. Oui. Même aux États-Unis. Même aux États-Unis. Et puis les États-Unis, c'est sur des réserves mondiales de 1700 milliards de barils, les États-Unis, ils ont 48 milliards de barils, c'est-à-dire le niveau des réserves libyennes. Ils ont 10,8 années de pétrole, les États-Unis. C'est tout ce qu'ils ont. Et c'est un pétrole, avec le progrès technique, dans le Dakota du Sud, il est entre 20 et 25 $, mais la moyenne du pétrole de schiste américain, il tourne autour de 45-50 $ le baril. Et donc, aujourd'hui... C'est-à-dire au-delà de 50 $, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Aujourd'hui, on me dit la production américaine... C'est vrai que les États-Unis se sont imposés comme swing producer, comme producteurs résiduels, qui, chaque fois que le prix monte du pétrole, ils réouvrent les puits. Chaque fois qu'il baisse, ils ferment les prix. Et donc, ils ont confisqué à l'OPEC son rôle de swing producer, de producteur résiduel. Mais aujourd'hui... On me dit la production reprend. En 2014, il y avait 1600 puits aux États-Unis. Aujourd'hui, elle reprend, mais ils sont de 800 puits aux États-Unis. Et même les chiffres de l'IEA, l'Agence internationale. Non, mais c'est l'Information Energy Administration. L'IEA, les chiffres officiels, ils disent que la production va décliner. Donc, c'était un argument de négociation, la guerre des prix que les schistes américains ont imposé. Aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver vers la fin. Je l'ai déjà dit. Les prix sont orientés. Merrill Lynch, aujourd'hui, il dit qu'ils vont être de 100 $ le baril. Moi, j'ai toujours dit que le prix de 100 $ est structurel, parce qu'il prend en compte une anticipation d'épuisement des réserves. Des réserves, oui. Le problème, et c'est pas l'OCDE. L'OCDE, la consommation, elle était de 50 millions de barils jour en 2005, elle est de 46 millions de barils jour aujourd'hui. Tendanciellement, elle baisse avec les voitures électriques, etc. Mais vous avez 27 Chinois sur 1000 qui ont une automobile, 11 Indiens sur 1000 contre 721 Américains sur 1000, contre 500 Européens sur 1000. C'est-à-dire que si 50 Chinois sur 1000 ont une automobile, la planète explose. Et qu'on ne me dise pas que la voiture électrique va remplacer le pétrole. Et ben, les batteries lithium-ion qu'on met vous n'allez pas les mettre sous une maroutie. Et ça coûte cher, ces histoires-là, et c'est les terres rares qui sont utilisées, le lithium, etc., c'est pas des ressources qui sont abondantes.
Et en plus, il faut de l'électricité pour les faire, pour les charger. Et l'électricité, vous allez la faire avec quoi? La Chine, 70% de sa consommation d'énergie, c'est du charbon. Et donc, donc, il y a beaucoup d'intox. Et les transports, c'est 90% de la consommation pétrolière. C'est pas rien. Alors. Donc, pour répondre à votre question, le Moyen-Orient, l'Iran, c'est 158 milliards de barils de réserve. L'Irak, c'est 153. L'Arabie Saoudite, c'est 266. C'est des poids lourds. Le retour au pétrole du Moyen-Orient est inéluctable, irréversible. Avec toutes ces perturbations autour de la question iranienne qui impliquent justement les pays du Golfe, notamment à travers le soutien de la Ligue arabe, est-ce que cela ne va pas dans ce sens de faire flamber les prix du pétrole? Vous écartez les raisons géopolitiques. Donc, les États-Unis sont en train de... En fait, les pétroles de schiste ont permis à la pétrochimie américaine, à la chimie de décoller. La croissance américaine, le retour à la sortie de la crise de 2008, les pétroles de schiste y ont été pour beaucoup. Aujourd'hui, les Américains sont conscients qu'ils arrivent à la fin d'un cycle. Aujourd'hui, les réserves mondiales, elles déclinent de 5, selon les instituts, de 5 à 7% donc, autrement par dit, an. pour poser la question autour de ces perturbations géopolitiques, si on a bien compris, les États-Unis n'ont pas grand-chose à perdre en termes de marché pétrolier ou d'investissement pétrolier s'il y a une guerre au Moyen-Orient. Non, s'il y a une guerre au Moyen-Orient, c'est compliqué. S'il y a une guerre, moi je n'imagine pas, et même si je suis très content que les prix du pétrole montent pour mon pays, c'est pas pourquoi on importe des kiwis et des... mais bon, pour relancer notre économie. Mais s'il y a un effet déflagrant, une diffusion de l'instabilité au Moyen-Orient, en fait, c'est le phénomène anthropique, on ne pourra plus la contrôler. Le problème, c'est que les États vont se déliter parce que les États sont nés après le traité de Sèvres, de Sykes-Picot, etc. On a découpé des États sur des cartes géologiques de gisements dans les pays du Golfe. Hein. C'est des États artificiels qui n'ont pas d'épaisseur historique. Et en fait, si la carte géopolitique du Moyen-Orient est recomposée, on ne sait pas la durée de l'instabilité, on ne sait pas le potentiel de diffusion de l'instabilité. Et puis, il ne faut pas oublier, en tant qu'Algériens, que nous sommes concernés, pas par le prix. Vous savez que notre voisin de l'Ouest, qui nous veut du bien, il est membre de les pays du Golfe. Comment elle s'appelle le Conseil de coopération du Golfe. Et que les pays du Golfe sont très actifs dans les financements. Sinon, ils ne trouveraient pas des ressources pour nous mettre des grains de sable dans... Donc, il est aussi membre du CAD, du comité de développement de Et là, ils se sont carrément en soutenant les Marocains dans les fumisteries que leur ministre a raconté à propos du... Donc, on est concerné. On est très concerné par cette situation. Nous avons intérêt à ce que le Moyen-Orient se stabilise. Nous avons intérêt à ce que des dynamiques citoyennes, démocratiques, modernistes, et je pense que les pays qui sont capables de porter ces dynamiques, symptomatiquement, c'est ceux qui sont aujourd'hui massacrés. C'est l'Irak, c'est la Syrie, et c'est le valeureux peuple palestinien. Et justement, alors, si on combine ces deux, on va dire, les deux premiers facteurs d'instabilité, on ne va pas attendre d'autres, j'espère qu'il n'y en aura pas. Alors, ce qui se passe en Palestine, plus la crise avec l'Iran, est-ce qu'on ne s'approche pas beaucoup plus de ce fameux dérapage dont vous parlez Oui, permettez-moi juste de distinguer la question palestinienne des deux autres pays. Dans la mesure où les deux autres pays, il y avait des possibilités d'une transition démocratique dans le calme.
En fait, nous avons eu un gros problème et ça peut s'allumer dans tout le monde arabe, y compris dans la région africaine de cette sorte. Nous avions eu dans le monde arabe des autorités extrêmement fermées au mouvement social d'une manière générale. Et donc l'implosion du mouvement social, c'est-à-dire les revendications qu'on a connues en Syrie ou en Égypte, où, on le voit, il n'y a que la Tunisie qui s'en est sortie un peu. Et encore, parce qu'elle a négocié la transition démocratique plus facilement. Mais dans les autres pays, c'est qu'on avait une force dans le pouvoir qui ne voulait pas entendre de toute réforme, et c'est pour ça que ça n'est pas une déstabilisation voulue par l'Occident. En fait, il y a eu une mésentente à l'intérieur de chaque État du fait qu'il n'a pas compris les mouvements sociaux auxquels il devait faire face. D'accord? Et donc, on a une instabilité. Après, bon, interviennent les étrangers de tous bords. Parce que, bon, quand on voit qu'un État massacre ses propres citoyens à coups de mitrailleuses et même de chars, de tanks, il est clair que humainement, on doit avoir une attitude, ne serait-ce que pour calmer cela. Donc, il y a un problème. D'abord dans la négociation sur la transition démocratique. Parce qu'aujourd'hui, entendons-nous bien, si l'Iran sort vainqueur de ce bras de fer avec les États-Unis, c'est-à-dire qu'on arrive à la situation qu'a aujourd'hui Trump à gérer avec la Corée du Nord, avec l'Iran, il est clair que l'Iran est une puissance régionale, qu'on le veuille ou pas. Et il faut l'accepter. C'est-à-dire, en termes de négociation, il faut l'accepter. Pour quelle raison? Parce que d'abord, historiquement, l'Occident l'a considéré comme une puissance régionale dans le cadre de l'OTAN, donc l'organisation équivalente à l'OTAN pour les pays du sud-est asiatique. Et donc, elle a déjà ce rôle du temps des Pahlavis et donc du Shah. Mais en même temps, elle n'a pas, l'OTAN elle-même, l'Occident lui-même, n'a pas accepté l'expérience de Mossadegh. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a quelque part un jeu, on va dire, malsain de la part de certains pays arabes pour sacrifier la question palestinienne, justement, afin d'avoir cette... de ne pas voir l'Iran s'imposer comme leader régional? Je ne crois pas que les peuples arabes, quels qu'ils soient, acceptent que l'on sacrifie la question palestinienne. Non pas pour des raisons religieuses, mais en fait parce qu'elle fait partie de la Qawmiya Arabia. Si aujourd'hui, on massacre des Palestiniens par dizaines. Et, oui, mais que peuvent les pays arabes aujourd'hui? Les pays arabes aujourd'hui sont affaiblis. Prenons l'exemple de la Libye. La Libye vit le chaos parce que la Ligue arabe a interpellé l'Occident à intervenir. D'accord? Donc c'était à l'intérieur. Et en fait, c'est l'incompréhension des sites. Dans les années 70, il y avait bien un front du refus, il y avait bien quelque chose qu'on pouvait faire. Oui, mais attendez, on est dans un autre contexte. On était dans la guerre froide, un affrontement entre l'Est et l'Ouest. Alors, est-ce que c'est une question de vouloir ou de pouvoir? C'est d'abord une question de stratégie globale, si vous voulez. Donc de vouloir. De vouloir. Donc il y avait à cette période-là les pays de l'Est. La guerre froide, on était encore à ce stade-là, donc on n'a pas accepté le fait que Anwar Sadat aille en Israël et on a constitué le front de refus. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un front de refus? Ça serait très difficile parce que justement, nous ne sommes plus dans la bipolarité dans les relations internationales. Pour le moment, Poutine lutte pour qu'il y ait une communauté avec une multipolarité, hein, d'accord? Donc du multilatéralisme, mais en fait, on n'y est pas encore. Il faut qu'on arrive au multilatéralisme pour que les choses aillent un peu mieux. Donc ça demande d'abord une réorganisation de l'ordre mondial. Et que, comme disait le professeur, donc c'est clair que la Chine aujourd'hui n'a pas le pouvoir de s'imposer à l'ordre mondial. Parce que lorsqu'on s'impose à l'ordre mondial par la contribution au maintien de l'ordre mondial.
Or, la contribution sur le plan mondial de la Chine ne dépasse pas 0,5% du produit national intérieur, du produit mondial. Hein. Donc, si vous voulez, c'est les États-Unis qui financent l'ordre mondial. Il est clair, ils le financent à leur façon à eux, et de façon à ce que ça sert leur intérêt. Mais pour les Arabes, ils s'inscrivent aujourd'hui dans ce contexte-là. Et donc, ils ont de la difficulté, ils s'aperçoivent eux-mêmes, les Palestiniens qui ont entrepris de négocier par eux-mêmes, dans le secret, les accords d'Oslo, d'accord ? Et ils n'arrivent pas à la paix, donc comment vont-ils faire, eux, pour faire instaurer la paix? Il y a soit l'usage de la force, c'est-à-dire un embargo pétrolier, un embargo commercial à l'égard de tout l'Occident, hein, soit, et accepter, comme disait Boumediene, on a l'habitude de manger du pain sec, d'accord, et accepter du pain sec, et ça je ne crois pas que tous les peuples arabes, notamment dans les pays du Golfe, accepteraient cette situation. Donc on a une difficulté de ce point de vue-là. De notre côté, il faut bien se rendre compte, il y a une rivalité de puissance au niveau de la région du Moyen-Orient. Cette rivalité, elle est inégale. Elle est inégale. C'est-à-dire l'Iran, l'Arabie saoudite voudrait avoir, en tant que Tijat al-Qabla, veut avoir un statut de puissance régionale. Il ne reste pas beaucoup de temps, monsieur et de puissance musulmane. Et que de ce fait, cette rivalité, c'est elle qui mine tout accord aujourd'hui sur la question palestinienne et sur qui va présider justement à ce que l'État palestinien existe. Alors, rapidement, docteur Pro, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, à peine 2 minutes. Ça passe vite. Bon, pour moi, la notion de monde arabe est une notion surfaite. En fait, c'est des États qui n'ont pas, qui ont très peu de convergence et aussi d'affinité. La réalité, c'est que c'est une zone où ce sont des États qui se sont formés après le délitement de l'Empire ottoman, oui, et qui se sont formés, qui ont été formés par les stratèges occidentaux. Aujourd'hui, on arrive à la fin d'un cycle, à un point de rupture où ces États vivent des problèmes de légitimité, de stabilité, hein, puissants. Hein. Les seuls États qui avaient les traits de l'État-nation, c'était l'Irak, c'était la Syrie et c'est l'Iran. Symptomatiquement, ce sont des États qui aujourd'hui sont contestés et dont on menace l'existence. Aujourd'hui, si l'Irak et la Syrie ont été sévèrement atteints, l'Iran a profité de l'embargo pour se renforcer, pour renforcer son économie, ce que c'est une bonne leçon pour nous. Hein. Oui, tout à fait. Il a profité de l'embargo pour se renforcer. Il représente une puissance, il a une profondeur stratégique. C'est pas facile de frapper l'Iran. Et comme je l'ai dit, l'Iran, il est capable, même avec des pièces à terre, il est capable de fermer le détroit d'Ormuz. Il suffit de couler 2 pétroliers pour que les prix atteignent $300 le baril. Donc l'Iran ne peut pas être touché. L'Arabie saoudite postule, c'est une lubie. Moi je dirais c'est une lubie à un statut de puissance régionale. Effectivement, c'est une puissance pétrolière, mais l'État saoudien ne s'est pas encore formé. Et, elle n'a pas les attributs, tous les autres. Il n'a pas les attributs. Et en fait, les deux seuls héritiers du shérif Hussein, c'était le roi de Jordanie et d'Irak qui avait été... et donc, c'est tout un système qui doit être reconstruit. Et les agitations du prince héritier, moi, m'inquiètent, parce qu'il est en train de remettre en cause un équilibre, un consensus, et je pense que les effets déflagrants sont réels.
Le problème, c'est qu'Israël est un électron libre, difficilement contrôlable aujourd'hui. Elle est prise sur des logiques extrémistes, criminelles, et ces logiques criminelles vont provoquer une radicalisation qui va amplifier les effets déflagrants dans la région. J'espère qu'on arrivera là. Mais la société israélienne reste divisée. Hein, Et elle la est plus que société, jamais divisée. Alors, merci, docteur Pror. Je rappelle que vous êtes expert pétrolier, notamment expert en stratégie. Merci à vous également, professeur Abdelhak Meki, politologue, expert des questions économiques et énergétiques aussi. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Vous pouvez donc nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook qui s'affiche au bas de votre écran, question d'actu. Sinon, nous suivre les rediffusions de cette émission et de tous les programmes de Canal Algérie sur notre page à YouTube. Donc, c'est Canal Algérie sur YouTube. Je remercie également toute l'équipe, à la fois le staff technique et le staff rédactionnel qui nous a suivis tout au long de cette saison pour Question d'actu. Donc, c'est le dernier numéro avant l'avènement du mois sacré, Shahr Ramadan Al-Karim. L'occasion pour moi et au nom de toute l'équipe de vous dire Saha Ramadan et Ramadan Karim li jami' al-muslimin. Merci à vous également. Merci madame, monsieur, donc de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous peut-être la saison prochaine. مع العرض بيكس 1000 لموبيليس استفيدوا من مكالمات غير محدودة نحو موبيليس و1000 دينار نحو كل الشبكات وبزيادة 1.5 جيجا انترنت. عرض صالح 30 يوم. بيكس هو العرض اللي يولمكم. موبيليس أينما كنتم. مع خدمة حسنات للموبايل شخص هاتفك بالعديد من الخدمات الدينية. ما عليك إلا أن تبعث أشعة إلى الرقم 63030 آية قرآنية وأحاديث، رنات، فيديوهات، أناشيد وأغاني، أدعية مشخصة، تسبيح إلكتروني، خلفيات الهاتف. ما تنساش ابعث الآن أشعة إلى 63030. ضحكوا وشر دو بول هذه لوريجينال هذه الفايده وراس المال هذه ما نبدلهاش مانيش عارف كاع واش يصرا وزيكم تخزروا ها هي مليحه. انا زعما لو كان نربح في هذيك المسابقه تاع الشرا قال لك يمدوا لك طونوبيل تحوسها ماما ما تجي كاع في بالك وزيد يعمروا لك الدار وكا هو واحد يستبيت ما تحصاش. ولعبه سهله تبعث اس ام اس شوف الشرا وتريبوندي 660 26 تربح طاق في الطبق. ما حبيتش نلعب غير وحدي انا قلت لعبوا كاع كيف انا هكذا.
العام.